السلام عليكم الزول الفلاون جمعة مباركة Inch'Allah. Alors vous savez, aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi est un jour sacré pour tous les musulmans, c'est un jour de paix, c'est un jour aussi pour honorer la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifiés ou ont été sacrifiés pour que notre pays devienne indépendant, pour que notre Algérie devienne libre, pour que nous puissions avoir un drapeau, un passeport et surtout pour que nous puissions librement et dignement arborer notre fierté d'être algérien. Vous savez, en ce moment, il y a une crise qui ne semble pas s'arrêter entre la France et l'Algérie, une crise qui a été déclenchée par Paris à partir du 30 juillet 2024, lorsque le président français a décidé de reconnaître de façon unilatérale et en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental, une cause qui tient énormément à cœur pour le peuple algérien, pour l'État algérien, au même titre que la cause palestinienne. Et vous savez que depuis 1947, les Palestiniens souffrent le martyre, ils sont victimes d'un génocide de ce monsieur qui s'appelle Benyamin Netanyahou, qui est frappé d'un mandat d'arrêt international, mais qui continue à massacrer matin, midi et soir ce peuple de Gaza dans l'indifférence générale de l'humanité, de tous les musulmans, mais aussi des Palestiniens eux-mêmes. Je vous rappelle qu'il y a plus de 2 millions de Palestiniens à Jérusalem-Est, c'est le silence total. Et il y a autant de Palestiniens en Cisjordanie et c'est aussi le silence total. Donc nous sommes à une période extrêmement délicate où il est important de revenir aux fondamentaux de ce qui fait sens pour l'humanité, c'est-à-dire la sacralité de la vie humaine, mais aussi remettre en valeur le sens du sacrifice, la valeur du sacrifice, car avant nous, de nombreux Algériens se sont sacrifiés pour notre pays et nous avons tendance à les oublier. Alors cette France qui en ce moment, plutôt cet État français, qui depuis quelques mois est en train de salir notre pays et notamment de criminaliser non seulement des Algériens sans papier en France qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire ces Algériens qui n'ont pas eu la chance de naître en France ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir une situation administrative légale en France. OQTF, c'est-à-dire les personnes frappées d'une obligation de quitter le territoire français. C'est un peu comme en prison. Vous savez, en prison, on ne vous appelle pas par votre nom ou par votre prénom. On vous appelle avec ce qu'on appelle un numéro d'écrou. Donc c'est le numéro qui fait l'identité d'un prisonnier en France. Lorsqu'on n'a pas de papier, on ne vous appelle pas par votre nom et par votre prénom, ni par rapport à votre filiation. Non, on vous appelle par rapport à votre situation administrative, les OQTF. En clair, aujourd'hui, cette appellation administrative est dédiée presque exclusivement à nos compatriotes algériens qui n'ont pas de situation administrative légale en France. Donc, au-delà des OQTF, l'État français aujourd'hui a décidé de cibler notre diplomatie, nos diplomates. Je vous rappelle que depuis la mi-avril, nous avons un diplomate algérien qui est incarcéré dans une prison française. Nous avons le parquet national antiterroriste français qui a décidé de cibler le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui n'est plus en France et qui est accusé d'avoir fui le pays en violation de ce que les Français pourraient appeler une procédure judiciaire. La France ayant oublié que les diplomates de tous les pays du monde bénéficient d'une immunité diplomatique. Et si la France a quelque chose à reprocher à nos diplomates, elle n'a qu'à le dire très clairement sur la place publique. Mais à partir du moment où l'État français décide d'attaquer dans un cadre politique
notre diplomatie, il est de bon ton que nous en fassions autant et surtout que nous rappelions ce que l'État français a fait il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, en Algérie et en France. Car n'oublions pas que pendant la guerre d'Algérie, l'État français n'a pas fait que la guerre avec des soldats. L'État français a usé de moyens spéciaux pour neutraliser, pour éliminer des Algériens. En Algérie, mais aussi en France. Et cette vidéo est spécialement dédiée à nos avocats algériens qui ont été torturés ou massacrés par l'État français. Pas par des petits voyous, pas par des petits délinquants, non, sur ordre de l'État français, sur ordre du gouvernement français, démocratiquement élu par le peuple français. Aujourd'hui, c'est vendredi 23 mai 2025. Sachez que cette date-là reflète à la fois la naissance d'un grand avocat algérien qui s'appelait Oustad Maître Ali Boumedjel, qui est né le 23 mai à Relizane, mais c'est aussi la mort d'un très grand avocat talentueux qui s'appelait Maître Amokran Ould Aoudia et qui a été tué le 23 mai 1959 à Paris, dans la soirée du vendredi 23 mai 1959. Alors, commençons par notre brillant avocat algérien, mort à peine 34 ans, vous imaginez. Maître Amokran Ould Aoudia. Vous savez, j'en ai la chair de poule à chaque fois que je parle de nos anciens, ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays et que l'État français essaie de dénigrer aujourd'hui matin, midi et soir. Voici cet homme, désolé pour la qualité de la photo. Maître Amokran Ould Aoudia faisait partie du front juridique qui avait été imaginé par le FLN, car n'oublions pas, ne regardons pas la situation du FLN aujourd'hui, souvenons-nous de ce qu'était le FLN à partir de 1954. C'était un très grand parti. Il n'y avait que des jeunes dans ce parti, des gens brillants, qui avaient été formés par d'anciens partis, à la tête desquels il y avait l'immense Messalil Hadj, oui. D'abord, l'Étoile nord-africaine à partir de 1926, 27, 28. Ensuite, le Parti du peuple algérien lorsque l'Étoile nord-africaine avait été dissoute par l'État français. Et ensuite, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD. Puis ensuite, à la fin, il y a eu le MNA, Mouvement national algérien. En tout cas, le FLN, tous les leaders du FLN ont été formés par Messalil Hadj. Et il faut rétablir la chronologie des faits et surtout rendre à César ce qui appartient à César. Donc le FLN de l'époque avait décidé de mettre en place plusieurs fronts, un front juridique avec notamment Maître Amokran Ould Aoudia ainsi qu'avec Maître Mourad Oussadir dont nous allons parler, donc front juridique avec des avocats. Il y avait 100 avocats qui défendaient les militants du FLN, les étudiants du FLN. C'était beau quand même. Il y avait de la grandeur à la belle époque. Donc front juridique, front politique avec le FLN. Et ensuite le GPRA à partir de 1958, gouvernement provisoire de la République algérienne. Front diplomatique, nous avions des diplomates partout dans le monde, aux États-Unis, en Inde, en Afrique, en Europe, partout. Front médiatique avec le Moudjahid. Front intellectuel. Il y avait des intellectuels algériens, des brillants intellectuels. Je vous en citerai que quelques-uns. Mustafa Arshaf était un grand intellectuel. Mohamed Di dans les années 50. Kateb Yassine, Bouloud Mahammari, etc. Il y avait de l'intelligence collective. Il y avait une vision d'avenir. On en reparlera. Concentrons-nous sur
l'assassinat odieux en plein cœur de Paris, dans le quartier d'Opéra, la rue Saint-Marc, dans le 2e arrondissement. En sortant de son cabinet, voici Maître Amokran Ould Aoudia, 34 ans. Il a été assassiné par les services secrets français en plein cœur de Paris, sur ordre du Premier ministre français. Vous imaginez? C'est un peu comme si aujourd'hui on disait sur ordre du Premier ministre français, François Bayrou, un avocat algérien, était assassiné en plein cœur de Paris. Voilà ce qu'a fait l'État français ce 23 mai 1959. Vous imaginez? J'entends certains qui adorent la France, qui adulent la France, mais je vous ai toujours dit que la France, il y avait 2 facettes. Il y a la facette positive, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, l'état de droit, la démocratie, mais il y a aussi, donc ça c'est la France des ténèbres, mais il y a aussi pardon, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux, ça c'est la France des Lumières, il y a aussi la France des ténèbres, celle qui a participé à l'esclavage, théorisé la colonisation et organisé des coups d'État et des assassinats politiques, dont celui de Maître Amokran Ould Aoudia Rabbi Yarhamou, un vendredi 23 mai 1959. Donc je vous ai parlé rapidement de Maître Ali Boumedjel. Maître Ali Boumedjel est né un 23 mai à Rélizen, un avocat brillant, tué sur ordre du colonel Ossares, celui qui a théorisé et enseigné la torture dans le monde entier, notamment aux États-Unis et en Amérique latine, notamment pendant l'époque des opérations Condor. L'opération Condor, c'est un certain nombre de pays d'Amérique latine, dont l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Brésil, qui ont fait assassiner des intellectuels, des hommes politiques de ces pays-là. Donc, voici Maître Ali Boumedjel, né un 23 mai, et voici Maître Amokran Ould Aoudia, assassiné en France un 23 mai 1959. La particularité de ces 2 héros algériens, c'est qu'ils étaient avocats, militants de l'indépendance algérienne, défenseurs du FLN, et tous les 2 massacrés par l'État français. L'un, Maître Ali Boumedjel, torturé et assassiné en Algérie, l'autre, Maître Amokran Ould Aoudia, massacré comme un lapin en plein cœur de Paris. Vendredi 23 mai 1959, ne les oublions jamais, car c'est grâce à des avocats de talent qui ont laissé leur famille, leurs enfants, comme Maître Ali Boumedjel qui a laissé une femme et 4 enfants, âgés de quelques mois jusqu'à 7 ans. Est-ce que vous imaginez le sacrifice qu'ont fait ces grands hommes pour que notre pays devienne indépendant? Et nous, sommes-nous à la hauteur de leur sacrifice? Je ne le pense pas. Nous avons la chance d'être toujours vivants. Mais que faisons-nous pour l'Algérie? Que faisons-nous pour défendre notre pays qui est la cible d'ennemis de plus en plus nombreux aujourd'hui? La grande chose. Alors, Maître Amokran Ould Aoudia aussi. Regardez la classe. C'est beau quand même. Hein? Là, c'était pendant les funérailles à Paris. Une semaine après, son lâche assassinat sur ordre du Premier ministre français, Michel Debré. On avait des grands hommes. Mais aujourd'hui, qui parle de Maître Amokran Ould Aoudia? Pas beaucoup de gens. On a 46 millions d'Algériens en Algérie, 7 millions d'Algériens à l'étranger. Combien de personnes aujourd'hui, ou les années passées, ont parlé ou parlent de Maître Amokran Ould Aoudia qui a été assassiné en France, au cœur de la République française? C'était un attentat terroriste organisé, perpétré, assumé par l'État français. Et aujourd'hui, la France veut nous donner des leçons. En insultant, en humiliant, en organisant des procédures gérées par le parquet
national antiterroriste français pour dire que l'Algérie est un État terroriste. Mais c'est la France qui est un État terroriste. C'est l'État terroriste français qui a assassiné Maître Amokran Ould Aoudia le vendredi 23 mai 1959. C'est-à-dire il y a 66 ans aujourd'hui. Il faut le rappeler et le dire aux Français qu'on n'a pas de leçon à recevoir d'un État terroriste qui a massacré nos avocats, massacré notre peuple et nos intellectuels. Voilà Ali Boumedjel, maître Ali Boumedjel. Regardez la carrure, machallah. Regardez la carrure. Il y avait des hommes, la classe, la carrure, l'intelligence. Né un 23 mai, assassiné un 23 mai. Terrible destin, tragique destin. Voilà ce que l'État français a fait de nos intellectuels. Elle les a torturés et assassinés. Alors, revenons à Maître Amokran Ould Aoudia. C'est avec cet autre grand écrivain aujourd'hui décédé aussi, Maître Morad Ousseddiq, que tous les deux, ils ont mis en place ce fameux collectif des avocats algériens du FLN. Ils ont rassemblé 100 avocats, vous imaginez, 100 avocats, pour défendre les révolutionnaires algériens, pour défendre et protéger les étudiants algériens qui étaient torturés par la police française et par l'armée française, aussi bien en Algérie qu'en France. C'était des hommes de talent. Maître Morad Ousseddiq travaillait avec Maître Vergès. Ils étaient ensemble, que ce soit Maître Amokran Ould Aoudia ou Maître Morad Ousseddiq, tous les trois faisaient partie du collectif des militants du FLN, des avocats du FLN, pardon. Et il y avait aussi un grand avocat français qui s'appelait Maître Robert Badinter, qui plus tard est devenu ministre de la Justice sous François Mitterrand, dont on va parler dans quelques minutes, et qui a refusé la grâce à 32 des 45 condamnés, et qui ont été guillotinés en Algérie et en France. Eh oui. Il y a des grands hommes. Vous savez, à l'époque, les avocats algériens, on les appelait les avocats indigènes, car depuis 1881, la France avait considéré que tous les Algériens n'étaient pas des citoyens, mais des indigènes, et ce jusqu'en 1946. Est-ce que vous imaginez? Ce pays qui en ce moment est en train de diaboliser les musulmans, et en particulier les Algériens, en disant que c'était une menace pour la République. Regardez, ce pays traitait les Algériens, et d'ailleurs pas que les Algériens, tous les Africains, et même les Asiatiques, dont les Vietnamiens, les Laotiens, les Cambodgiens, tous ces êtres humains étaient considérés par l'État français comme des indigènes. Et Maître Amokran Ould Aoudia était considéré comme un avocat indigène, au même titre que Maître Morad Ousseddiq ou Maître Ali Boumedjel. Que voulez-vous attendre d'un État qui ne vous reconnaît même pas la qualité d'être humain et de citoyen? Ne vous faites aucune illusion. Alors vous savez, est-ce que vous croyez que l'État français a reconnu sa responsabilité dans l'assassinat en plein cœur de la République française de Maître Amokran Ould Aoudia? Non. Vous avez déjà entendu le président français parler de Maître Amokran Ould Aoudia? Non. Récemment, au travers d'un communiqué, il a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat odieux en Algérie de Maître Ali Boumedjel, en recevant sa famille. Mais parce que c'était en Algérie. Il n'a rien dit sur Maître Amokran Ould Aoudia qui a été assassiné par l'État français, pas par l'armée française, comme dans le cas de Maître Ali Boumedjel. Non. C'est l'État français, c'est un gouvernement français, c'est le Premier ministre français, Michel Debré, qui a donné l'ordre d'assassiner un avocat indigène algérien, en plein cœur de Paris. Il n'y a que la mairie de Paris qui, en novembre 2021, a décidé
d'honorer la mémoire de Maître Amokran Ould Aoudia. 2021, vous imaginez, de 1959 à 2021, ça fait combien d'années? 62 ans, vous imaginez? 62 ans. Et encore, ce n'est pas l'État français, ce n'est pas le gouvernement français, c'est juste la mairie de Paris. La mairie de Paris. C'est bien, mais je vais vous dire un peu, je vais vous lire ce qui a été écrit dans un magazine français. Novembre 2021, 62 ans après. C'est une plaque très discrète qui a été apposée mardi 23 novembre sur l'immeuble. 23 novembre, c'est une date symbolique, vous savez pourquoi? Maître Ali Boumedjel est né un 23 novembre. Ah, il est incroyable, hein? Vous savez, les dates, c'est très important en histoire. Donc, c'est une plaque très discrète qui a été apposée mardi 23 novembre 2021 sur l'immeuble du 42 avenue Mathurin-Moreau, dans le 19e arrondissement, posée par sa famille et ses amis, invités par la mairie de Paris qui avait organisé la cérémonie. Cette plaque honore la mémoire d'un homme assassiné dans son cabinet d'avocat qui se trouvait à cet endroit. Alors le journaliste ne dit pas assassiné par l'État français ou sur ordre de Michel Debré, non, assassiné. Voilà, c'est neutre. Ça peut être un voyou, ça peut être un délinquant qui l'a assassiné. Ça peut être un islamiste, hein, vous savez, c'est de bonne guerre de dire ces islamistes qui assassinent tout le monde. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'islamistes. Vous savez, c'est nouveau. C'est des modes, hein, les assassins. À l'époque, on disait les terroristes du FLN. Ils étaient laïcs, ils ne pouvaient pas dire islamistes. Donc la plaque est on ne peut plus sobre, c'est-à-dire discrète, sobre, des mots doux, des mots gentils, presque des mots poétiques. Alors je vous dis ce qui a marqué sur cette plaque, parce qu'il ne faut gêner personne, bien sûr. Ici a vécu Maître Amokran Ould Aoudia, assassiné le 23 mai 1959 pour avoir été l'avocat des militants du FLN. Donc assassiné, on ne dit pas par qui, pour avoir été l'avocat des militants du FLN. C'est gentil. On ne froisse personne, comme ça la mairie de Paris ne va pas se fâcher, l'État français ne va pas se fâcher, le président Macron ne va pas se fâcher, le ministre de la Justice ne va pas se fâcher, ni le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est tout doux, c'est gentil. Voilà une petite plaque. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dès 2017, il y a des élus, à la fois communistes et écologistes de la mairie de Paris, qui avaient demandé l'apposition d'une plaque commémorative en hommage à M. Amokran Ould Aoudia, assassiné le 23 mai 1959 au 10 rue Saint-Marc. Regardez, ça date du 14 septembre 2017. Et donc, c'est les élus du 2e arrondissement de Paris qui avaient demandé à ce qu'une plaque soit apposée pour rendre hommage à ce brillant avocat, Rabbi Rahman. Donc vous avez bien vu, il a été assassiné 10 rue Saint-Marc, on est d'accord? Oui, 10 rue Saint-Marc, dans le 2e arrondissement. Et là, dans l'article du Point, ils disent que cette plaque a été apposée sur l'immeuble du 42 avenue Mathurin-Moreau dans le 19e. Regardez. Mathurin-Moreau dans le 19e. Mais c'est pas là qu'il a été tué. Là, c'est là où il a vécu, Maître Amokran Ould Aoudia. Et vous savez pourquoi la plaque a été apposée sur l'immeuble de là où il a vécu dans le 19e et pas sur l'immeuble de là où il a été assassiné le 23 mai 1959? Ça, c'était son bureau. Ben, figurez-vous que les habitants, les propriétaires de cet immeuble ont refusé. Oui, ils ont refusé. Ils disent non, 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 non. Non, on ne veut pas de plaque là, pour dire qu'un avocat algérien a été assassiné là dans notre immeuble, des beaux quartiers du 2e arrondissement de Paris, pas très loin de la Bourse. Vous connaissez le 2e arrondissement? C'est l'Opéra de Paris, c'est la Bourse, c'est les grands boulevards. C'est magnifique. 19e, c'est populaire. Mais oui, parce que Maître Amokran Ould Aoudia était un homme populaire, proche du peuple algérien. Donc ils ont refusé de mettre cette plaque. C'est inoffensif une plaque
C'est rien, c'est juste pour honorer la mémoire d'un grand avocat. C'était pas un terroriste, c'était pas un islamiste intégriste comme on dit aujourd'hui. C'était un avocat. Et en plus de ça, c'était un avocat algérien d'une famille de culture chrétienne. Mais quand on s'appelle Amokrane, on se dit pas que éventuellement il est chrétien. Mais non, non. Amokrane Ould Aoudia, non, ça fait arabe, ça fait indigène. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce racisme de bas étage. Ils ont refusé une plaque à l'endroit où il a été assassiné. Mais oui, il ne faut pas dire que c'était là. Il ne faut pas dire que l'État français l'a assassiné ici, rue Saint-Marc, au 10 rue Saint-Marc, dans le 2e arrondissement de Paris. C'est une honte. C'est une honte. Donc je rappelle quand même que dans ce communiqué des élus de gauche parisiens, du 2e arrondissement de Paris que je tiens à remercier, ça date du 14 septembre 2017, ils ont quand même rappelé que, considérant que le consensus des historiens et des universitaires s'accorde pour considérer que cet acte violent est un assassinat commandité puis réalisé par le SDES ou le SDEC, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, c'est-à-dire les services spéciaux de l'État français de l'époque. Bon, il ne dit pas que c'est sur ordre de Debré, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Considérant que Maître Ould Aoudia était cofondateur du collectif des avocats défenseurs des militants du Front de Libération Nationale Algérien, FLN, avec d'autres avocats, comme Maître Mourad Saddiq notamment, qu'il devait rejoindre le soir même de son décès. Vous vous rendez compte? Cette lâcheté de l'État français. Oui, Maître Amokrane Ould Aoudia devait rejoindre les autres avocats du collectif. Devinez pourquoi? Pour réfléchir sur les arguments juridiques en vue d'assurer la défense des étudiants algériens dont les aveux avaient été obtenus sous la torture. Sous la torture. On n'est pas en Algérie, on est en France. L'État français a torturé des Algériens en France. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. Aïe, 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 aïe. Et donc, ces élus de gauche ont dit, considérant qu'à ce jour, rien n'a officiellement été effectué pour honorer la mémoire de Maître Amokrane Ould Aoudia, nous demandons qu'une plaque soit apposée sur cet immeuble de rue, dit rue Saint-Marc en 2e. Donc leur vœu n'a pas été exaucé. Il a fallu le faire dans le 19e. Il fallait le faire dans la Creuse pendant qu'on y était. Oui, dans un petit village où il n'y a personne, il n'y a que des arbres. Vous avez vu quand la France a honte de son histoire? Vous avez vu ce que je vous ai dit sur les ambassadeurs français nommés à vie qui ont pris des millions de barils de pétrole de l'Irak, du peuple irakien, pour vendre leur âme. L'ambassadeur Mérimée et l'ambassadeur Boisdevet, c'est des voyous. Et maintenant, ils viennent de donner des leçons en accusant nos diplomates de terrorisme. Vous savez, ce qui est bien quand on n'a pas de foin dans son ventre, c'est qu'on peut parler librement. Vous savez, j'ai pas de foin dans mon ventre, donc j'ai peur de personne. Je n'ai peur que de Dieu. Et aujourd'hui, vous savez, c'est le vendredi, c'est le Jumu'ah. Donc moi, je dis les choses, je le dis calmement, toujours avec des preuves. Je ne parle jamais sans preuve. Mais quand la diplomatie française ou la justice française nous traite de terroristes, comment s'appelle l'assassinat en plein cœur de Paris de Maître Amokrane Ould Aoudia? C'est un acte terroriste. Orchestré, commandité, exécuté par l'État français. De la même façon que l'attentat terroriste contre le consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973 qui a causé la mort de 4 Algériens et de 20 et blessé 20 Algériens, dont 4 graves, est un acte terroriste de l'État français. Et à ce jour, personne n'a été arrêté, personne n'a été jugé, personne n'a été condamné, personne n'a été emprisonné. Il faut rappeler les faits, car si on ne se défend pas, ben évidemment, ils vont continuer à traîner notre pays dans la boue. Alors c'est qui ce Michel Debré, qui était Premier ministre entre 1958 et 1962, donc au moment du retour du général de Gaulle aux plus hautes fonctions de l'État français?
C'est lui, Michel Debré. Voilà Michel Debré. Et là, vous voyez, il reçoit qui? Il reçoit Ben Gourion. Vous connaissez Ben Gourion, c'est qui? Ben Gourion, c'est le premier chef, le créateur de l'État d'Israël, le fameux 14 mai 1948. Et là, à votre avis, il discute de quoi, Michel Debré, avec David Ben Gourion? Je vous rappelle que c'était un laïc, c'était pas un religieux, lui. Ben, il discutait de livrer les derniers armements français. Ben oui. Les derniers avions, derniers cris français. Car la France a livré une centaine d'avions au jeune État d'Israël pour massacrer des Arabes, les États arabes, les populations des États arabes, à commencer par les Palestiniens. Et oui, c'est lui, Michel Debré. Il n'a eu aucun mal à faire assassiner un avocat algérien en plein cœur de Paris. Ben oui, il n'aimait pas les Arabes, Michel Debré, il n'aimait pas les Algériens, parce qu'il ne fait pas de différence, Kabyle, Arabe, vous savez, c'est kiff-kiff, un blanc bonnet blanc pour eux. Les Français ne font pas de différence, hein. Ne vous faites pas d'illusions, mes chers compatriotes. Les Français, pour eux, c'est kiff-kiff, hein. Ça s'appelle des bougnoules pour eux. Avant, on les appelait les indigènes, pour eux, on est des bougnoules. Arabes, berbères, chéris, appelez ça comme vous voulez. Ils ne supportent pas la présence de tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Et même si vous êtes chrétien, regardez, il était chrétien, hein. Maître Amokran Ould Daoudiani a été tué, assassiné par l'État français. Oui, ne vous faites aucune illusion, je dis bien aucune illusion. Car en Algérie, il y a de tout, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des agnostiques, il y a des musulmans, mais ils défendent l'Algérie. Et oui, ils défendent l'Algérie. L'Algérie avant tout, comme disait feu Mohamed Boudiaf. Donc voilà Michel Debré qui a fait assassiner par les services secrets français notre brillant avocat, le 23 mai 1959. Alors Michel Debré, vous connaissez ce nom Debré, car il a des enfants qui ont connu une gloire ministérielle, parmi lesquels l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce qu'on avait un éditeur commun qui s'appelait Bernard Fixot, président des éditions Ambert Lafon. Donc j'ai discuté une petite heure avec lui. C'était en 1997, au moment où je publiais mes 2 premiers livres, c'était il y a 28 ans. Ben, figurez-vous que ce monsieur, après avoir été ministre de l'Intérieur, est devenu président du Conseil constitutionnel, et notamment en 2012. En 2012, vous savez, j'ai prouvé que les maires français étaient des maires corrompus, on pouvait les acheter avec 650 € et on pouvait acheter leur signature pour présenter n'importe quel candidat aux élections présidentielles. C'était en mars 2012. Et ça ne lui a pas plu à M. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, car j'avais organisé une conférence de presse devant son palais. Vous connaissez, pas froid aux yeux. Et bien, il a porté plainte contre moi et à cause de lui, j'ai été incarcéré pendant 1 semaine à la prison de Fresnes. Et oui, mars 2012. Prison de Fresnes que j'ai retrouvée, 11 ans après, entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023. J'étais habitué des lieux, comme on dit. Car à la prison de Fresnes, vous savez, il y avait notamment feu Mohamed Boudiaf qui avait été emprisonné. Et oui, j'avais retrouvé nos grands révolutionnaires, Berhamon. Donc voilà, Michel Debré, c'est le papa de Jean-Louis Debré. Et Michel Debré, c'est lui qui a rédigé la Constitution de la Ve République. Et oui, peut-être que vous ne le savez pas. C'est Michel Debré qui a rédigé la Constitution de l'actuelle République française, la 5e. Et son fils est devenu président du Conseil constitutionnel. Donc pour lui, c'était une insulte qu'un Algérien ose salir le système des parrainages qui permettait à des candidats de pouvoir prétendre participer au suffrage universel dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc voilà, Jean-Louis Debré qui est mort il y a quelques mois. Alors Michel Debré, évidemment, c'était un sympathisant de l'OS, organisation armée secrète. Là, c'est un cousin du brillant avocat Jean-Philippe Ould Daoudia qui a rédigé plusieurs ouvrages d'ailleurs, dont on va parler rapidement. Car il faut savoir que les archives
de l'année 61-75 sont ouvertes maintenant, depuis déjà une dizaine d'années. Car avant, comme il le rappelle très bien, avant 2021, il fallait attendre 75 ans pour que les archives soient ouvertes. Et depuis l'arrêté du 22 décembre 2021, portant ouverture d'archives relatives à la guerre d'Algérie, le délai était ramené de 75 à 50 ans pour la libre communication des documents versés par les ministères de la Justice et de l'Intérieur sur la période 1961-1962, au cours de laquelle l'OAS a tenté de renverser la République française. Et il dit que ces archives disent surtout la vérité judiciaire sur l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui a bien été une organisation authentiquement terroriste. Oui, terroriste. Aux grandes dames du juge antiterroriste Marc Trévidic, qui a publié un livre qui s'appelle « Terroriste » et qui a dit qu'il serait très heureux s'il y avait un renversement de régime en Algérie. Il a juste oublié que l'État français a pratiqué le terrorisme d'État en faisant assassiner Maître Mokrane Ould Aoudia. Donc oui, l'État français, comme l'organisation armée secrète, était une organisation terroriste, car même un État est une organisation, vous savez. Et les États n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas froid aux yeux. Les États sont subordonnés à une seule règle qu'on appelle la raison d'État. Il n'y a ni loi, ni principe, ni valeur, ni rien. Quand les intérêts d'un État, en l'occurrence de l'État français, sont en jeu, tous les moyens sont bons. Et comme notre brillant avocat, maître Mokrane Ould Aoudia, remettait en question la présence de l'État français en Algérie, ben évidemment qu'il fallait l'exécuter. Et c'est ce qui a été fait le 23 mai 1959. L'État français n'a pas fait que soutenir l'action de l'OAS ou de la Main Rouge, parce qu'en France on l'appelait la Main Rouge, cette organisation terroriste qui dépendait des services secrets français, et en Algérie ça s'appelait l'OAS. Et qu'a fait l'OAS 3 jours avant la signature des accords d'Évian? Vous vous en souvenez? Ils ont massacré 6 personnes, à la fois des enseignants et des responsables des centres sociaux algériens, les fameux centres sociaux qui avaient été créés par Germaine Tillon. C'était le 15 mars 1962. Et parmi ces 6 personnes assassinées par l'OAS, il y avait le grand écrivain, le grand Mouloud Farhoun, Rabbi Yarhamou. Mais il y avait aussi le cousin. Vous savez, si on ne rappelle pas l'histoire, personne ne va en parler. Il y avait le cousin de Maître Mokrane Ould Aoudia, qui s'appelait Salah Ould Aoudia, Rabbi Yarhamou. Parmi les 6, on parle toujours de Mouloud Farhoun, Rabbi Yarhamou, et à juste titre, mais il faut aussi parler de le cousin de ce brillant avocat, Maître Mokrane Ould Aoudia, qui s'appelait Salah Ould Aoudia. Et heureusement que dans la famille Ould Aoudia, il y a des grands intellectuels qui, sans relâche, rappellent cette histoire-là. Oui, c'est une grande famille, il faut le dire et le redire. Donc il y a, je viens de le dire, Maître Mokrane Ould Aoudia, il y a le cousin qui est instituteur, Salah Ould Aoudia, qui a été assassiné par l'OAS le 15 mars 1962, mais il y a aussi un grand avocat et juriste aussi, qui s'appelait Boudjema'a Ould Aoudia, et lui a connu un destin intéressant, même très intéressant. Donc c'était un des premiers avocats algériens dans les années 30. Et bien figurez-vous qu'en 1963, donc lorsque Ahmed Ben Bella est devenu chef du gouvernement algérien, il a nommé donc le cousin de l'oncle de Maître Mokrane Ould Aoudia, qui s'appelait Boudjema'a, Maître Boudjema'a Ould Aoudia, il l'a nommé président de la chambre criminelle à la Cour suprême d'Alger. Donc c'est pas rien quand même, hein. Il avait 75 ans. Donc, président de la chambre criminelle de la Cour suprême d'Alger. Il avait 75 ans. C'est beau quand même, hein. Et il est mort en 1973. Donc c'est une grande famille. Et d'ailleurs, c'est un des membres de la famille qui a publié un très bel article de fond en décembre 2020 qui s'appelle « La résistance à la colonisation, une histoire familiale ». Et il parle de
sa famille. Donc celui qui a écrit l'article s'appelle Jacques Ould Aoudia, et le sous-titre c'est de Lalla Fatman Sommer à Boudjema Ould Aoudia, à Mokran Ould Aoudia et Salah Ould Aoudia. La résistance à la colonisation, une histoire familiale. Très bel article que vous pouvez retrouver sur internet et qui parle de cette très belle famille algérienne qui a payé cher son combat pour l'indépendance algérienne, car 2 membres de sa famille ont été massacrés par l'État terroriste français au travers de Maître Mokran Ould Aoudia, c'était le 23 mai 1959 à Paris, et par l'OAS en Algérie, le 15 mars 1962, avec notamment Mouloud Faraouz. Qui en parle? Heureusement que sa famille parle de cette contribution. Alors évidemment, il n'y a pas que Maître Mokran Ould Aoudia qui a été tué par l'État français. Vous connaissez notre grand héros, Ahmed Zabana, Rabbi yarhamou. Vous savez que c'est le 19 juin 1956 que l'État français, la justice française, et à l'époque, le ministre de la Justice s'appelait François Mitterrand, a refusé de gracier Ahmed Zabana, qui est né à Zahana, dans la wilaya de Maskar aujourd'hui, et qui a été tué, guillotiné à la prison de Barberousse à Alger, 19 juin 1956. Vous connaissez cette date, car le 19 juin 1965, il y a eu le coup d'État de Boumediene contre Ahmed Ben Bella. Donc 19 juin 1956, Ahmed Zabana a été le premier Algérien guillotiné par l'État français, par la justice française. Et à l'époque, le ministre de la Justice était François Mitterrand. Juste avant, en 1954, il était ministre de l'Intérieur. Ahmed Zabana, premier guillotiné par l'État français. Il faut le savoir. Peut-être que vous ne le savez pas. Pourquoi tout d'un coup, l'État français décide de guillotiner les Algériens? Ben, figurez-vous que le 15 février 1956, c'est-à-dire quelques mois avant que Al-Marhoum Ahmed Zabana soit guillotiné par l'État français. Donc le 15 février 1956, le gouvernement français avait approuvé l'utilisation de la guillotine pour les nationalistes algériens condamnés à mort. Vous imaginez? C'est pour humilier, pour avilir l'Algérien qui était considéré par l'État français comme un indigène. Et oui, 15 février 1956. C'est là où le gouvernement français a approuvé l'utilisation de la guillotine spécifiquement pour les nationalistes algériens du FLN. Et c'est ainsi que le 19 juin 1956, Ahmed Zabana a été le premier à être exécuté par l'État français. Donc c'était à l'aube, à Alger, à la prison de Barberousse. Et vous savez que la lame avait attrapé 2 fois le coup de Ahmed Zabana. C'est uniquement au bout de la 3e tentative que ça a marché, qu'il a été guillotiné. Oui, parce que les Français n'avaient plus l'habitude de guillotiner les gens, vous savez. La guillotine, c'était au moment de la Révolution française, avec le roi Louis XVI et sa reine, qui avait été assassinée en janvier 1793, plutôt guillotinée. Donc, quelque part, dans l'inconscient collectif de la République française, ils considéraient que les nationalistes algériens étaient aussi dangereux que les royalistes français. Car je vous rappelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'écrivain français Robert Brasillac a été jugé, condamné à mort, il n'a pas été guillotiné. À l'époque, on ne guillotinait pas. C'était le 6 février 1945. Il a été fusillé. On fusillait les condamnés à mort. On ne les guillotinait pas. Mais l'État français a voulu enlever toute dimension d'humanité aux nationalistes algériens, comme les royalistes, après la révolution de 1789. C'est très important ce point-là pour que vous compreniez comment ça fonctionne. En tout cas, sachez qu'après la mort de notre héros, Ahmed Zabana, 6 mois après, il y a une telle énergie qui a habité
nos révolutionnaires du FLN, qu'il y a eu le déclenchement de la bataille d'Alger sous les ordres du grand Al-Harbi Ben Mehdi. Et oui, c'est suite à la guillotine d'Ahmed Zabana le 19 juin 1956 qu'en janvier 1957, il y a eu le déclenchement de la bataille d'Alger pour dire aux Français, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de marche arrière. Comme on dit chez nous, marche arrière makassara. Et oui, washangulkum. Vous savez, c'est revivre ces moments-là, ça permet de recontextualiser les choses. Donc après, comme je vous ai dit, 15 février 1956, où l'État français a décidé de guillotiner les Algériens, il y a eu en mars 1956 les pouvoirs spéciaux, la loi sur les pouvoirs spéciaux à l'armée française. En clair, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire maintenant vous pouvez torturer les Algériens, les assassiner, les faire disparaître. Donc 19 février 1956, guillotine des nationalistes algériens, et mars 1956, la loi sur les pouvoirs spéciaux pour autoriser la torture, les massacres, les disparitions. Et justement, parlons-en des disparitions. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Philippe Ould-Daoudia, le cousin de Maître Amokran Ould-Daoudia. Il a publié un livre qui s'appelle Alger 1957, la ferme des disparus. Et que dit-il dans ce livre-là, notre compatriote Jean-Philippe Ould-Daoudia? Il rappelle qu'à ce jour, il y a eu 3024 disparus de la bataille d'Alger dont personne n'a entendu parler. Pas de sépulture, pas de corps, rien. Et vous savez que parmi eux, il y avait évidemment le grand Al-Harbi Ben Mehdi qui a disparu, qui a été assassiné la nuit, torturé et assassiné la nuit du 3 au 4 mars 1957. Et bien sûr, Hassiba Ben Bouali, Ali Lapointe, Tiromar, etc. Donc vous avez vu, quand la France veut nous donner des leçons d'humanité, de droits de l'homme, regardez ce qu'elle a fait. Alors je vous ai parlé de François Mitterrand. François Mitterrand, quand il est devenu président à partir de mai 1981, a fait voter une loi pour, incroyable, l'ironie de l'histoire, pour abolir la peine de mort. C'est lui qui a donné l'ordre d'exécuter, plutôt de ne pas gracier Ahmed Zabana, premier guillotiné. Oui, c'est celui-là même qui... Combien d'années? 25 ans, c'est ça? 56, 80, 25 ans après, a décidé d'abolir la peine de mort. C'est lui qui a refusé de gracier 32 Algériens ou Français sur 45. 32 sur 45. Il a dit non, pas de grâce. Comme le général de Gaulle, le 6 février 1945, a refusé de gracier le grand intellectuel et journaliste Robert Brasillac. Cette France qui nous reproche de mettre à la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha un auteur algéro-français en disant « Mais comment peut-on mettre des écrivains en prison ?» Mais cette même France a emprisonné, jugé, condamné et fusillé des écrivains. Robert Brasillac, condamné à mort, écrivain et académicien comme Charles Maurras, emprisonné, Lucien Rebatté, écrivain aussi, ou Céline, écrivain aussi, que les écrivains connaissent. Et maintenant, ils veulent nous donner des leçons. Donc François Mitterrand a fait exécuter Ahmed Zabana et d'autres. Il y a un seul Français qui avait été guillotiné. Je ne parle pas de Maurice Audin, qui a disparu, qui a été torturé et disparu, comme Al-Harbi Ben Mehdi, à cause du colonel Osarès. Non, je parle de guillotiné. Guillotiné, il y en a un seul, il s'appelle Fernand Yveton. C'était la nuit du 10 au 11 février 1957. Fernand Yveton a été guillotiné. C'est le seul Français guillotiné par l'État français. Et François Mitterrand, qui avait aboli la peine de mort en 1981-82, a refusé de gracier un Français, un compatriote comme lui, vous imaginez?
Je vous ai dit, les Français ne reculent devant rien. Vous pouvez vous appeler Fernand, vous pouvez être chrétien. Quand l'État français considère que vous êtes un ennemi, il vous neutralise et vous élimine. Retenez bien la leçon pour ceux qui ne l'ont pas comprise. Donc, Rabbi Rahmou Fernand Yveton. Donc, il y a eu des articles après la mort de François Mitterrand en 1996. Vous savez, il avait mauvaise conscience. Il a dit, oh là là, j'ai 32 guillotinés sur ma conscience. Eh oui, mais c'est trop tard. Un article s'appelle « Les guillotinés de Mitterrand ». Et je vais vous dire ce qu'a fait Mitterrand. Pour vous dire comment ça fonctionne, ces hommes d'État français. Qui ont du sang dans la conscience, comme le général Denis Favier, qui a approuvé l'assassinat du militant écologiste Rémi Fraisse en octobre 2014 et qui a été condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse, puis par la Cour européenne des droits de l'homme, et qui aujourd'hui est vice-président de Total. Et on négocie avec des gens comme ça, vous imaginez? On négocie avec des assassins. Donc, il y a des très beaux dossiers, à la fois dans la presse algérienne et la presse française. Donc, un, là, c'était Algérie 360, c'est en 2010. Il s'est opposé à la grâce des nationalistes algériens condamnés à mort, Mitterrand, l'adepte de la guillotine. Vous vous rendez compte? L'adepte de la guillotine, Mitterrand. L'adepte de la guillotine, et là, il est devenu président, vous vous rendez compte? Il est devenu président. Il guillotinait les Algériens, il devient président. Un peu comme Bruno Retailleau, qui, matin, midi et soir, attaque les Algériens, il veut devenir président. Vous savez, il applique la même recette, mais avec des moyens différents. Suivez-moi du regard. Les ors noirs d'un ministre, quand Mitterrand défendait l'Algérie française. Alors, dans les années 50, il défendait l'Algérie française. Et dans les années 80, il a donné la carte de séjour aux Algériens sans papier. Mais maintenant, Bruno Retailleau dit non, 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 maintenant je vais enlever la carte de séjour. Je refuse toute régularisation des Algériens. Vous savez, il faut lire l'histoire de France, l'histoire de l'État français, l'histoire des hommes politiques français pour comprendre ce qui est en train de se tramer. Sinon, vous allez vous bercer d'illusions. Faites attention. L'histoire, c'est comme une sinusoïdale. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pendant la guerre d'Algérie, c'était l'État français impitoyable. Après, dans les années 80, l'État français est devenu gentil. Mais maintenant, il redevient méchant, comme dans les années 50. C'est une courbe. Ne l'oubliez pas. Alors, dans ce magnifique dossier, donc évidemment, on rappelle les exécutions d'Ahmed Zabana, de Fernand Yveton. Donc, Fernand Yveton s'est dit au 11 février 1957. Et il rappelle qu'à l'époque, le ministre de la Justice, qui était François Mitterrand, était aussi vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, ne l'oubliez pas. Et dans ce Conseil supérieur de la magistrature, il y avait 13 magistrats, dont le ministre de la Justice, François Mitterrand. Et aussi, il y avait le président de la République, à l'époque c'était René Coty. À l'époque, vous savez, le président de la République, avant 1962, c'était un titre honorifique. Il n'avait pas le pouvoir qu'il a aujourd'hui et qui vient du référendum de 1962 par le général de Gaulle, où il a dit maintenant, le président ne sera plus élu par les députés et les sénateurs, il sera élu au suffrage universel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'en 1962, le président de la République française était élu uniquement par les parlementaires. Un peu comme ce que vient de faire le président du Togo. Vous savez, il applique les mêmes recettes que l'ancienne puissance coloniale d'avant 1962. Au Togo, vous savez, le président était élu par le peuple. Mais comme il y avait une limitation de mandat, il a changé la constitution pour dire maintenant le président, il ne sera plus élu par le peuple. Hein. Il sera élu par les députés et les sénateurs. Donc à l'époque, René Coty, qui était président, faisait partie du Conseil supérieur de la magistrature au même titre que le ministre de la Justice. Et sur 45 demandes de grâce, 32 avaient été refusées par notre ami François Mitterrand, comme je l'ai dit tout à l'heure. 32 sur 45. Donc François Mitterrand est responsable de 32 assassinats politiques légaux. C'est ce qu'on appelle les assassinats politiques légaux. Dans le cas de notre compatriote Maître Amor Karan Oudawdia, c'était un assassinat illégal. C'est ce qu'on appelle un crime d'État. Vous voyez la différence? La guillotine,
c'est un assassinat politique légal. Dans le cas des assassinats illégaux, c'est ce qu'on appelle des crimes d'État. C'est terrible ce qui s'est passé. Et ceux qui ont oublié devraient s'en souvenir. Voilà Fernand Yveton, je voulais vous montrer la photo quand même. Alors pour information, il a été guillotiné alors qu'il n'avait pas du tout de sang dans les mains ni dans sa conscience. C'est vrai qu'il avait aidé les nationalistes algériens, mais il n'y a eu aucun blessé, aucun mort suite à l'action de Fernand Yveton, qui faisait partie du Parti communiste français. Rabbi Rahmou. Donc voilà comment fonctionne l'État français. Alors maintenant, je vais finir avec notre ami François Mitterrand. Vous vous souvenez, il a été plusieurs fois ministre, député, sénateur. Vous savez, à 40 ans, il avait une très riche carrière politique, notre ami François Mitterrand, qui est né en 1916 et mort en 1996, c'est-à-dire 80 ans. Comme le général de Gaulle, né en 1890, mort en 1970. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 15 au 16 octobre 1959? Regardez. La nuit du 15 au 16 octobre 1959. Donc on est à Paris. François Mitterrand, voilà François Mitterrand, il sort de la brasserie Lippe. Vous la connaissez, la brasserie Lippe, dans le quartier intellectuel à Saint-Germain-des-Prés. C'est là où a été assassiné en octobre 1965, plutôt kidnappé puis assassiné, le grand nationaliste et tiers-mondiste marhoum Mahdi Ben Barka. Octobre 1965, par les services secrets français, marocains, Tel Aviv, les trois l'ont assassiné. Donc, 6 ans avant, le même mois, octobre 1959, François Mitterrand, il sort de la brasserie Lippe. Alors lui, à croire que c'est comme si c'était un remake, mais plutôt une préparation de l'assassinat, du kidnapping, de l'assassinat de Mehdi Ben Barka. Donc, 15 au 16 octobre 1959, François Mitterrand sort de la brasserie Lippe avec sa 403, donc à l'époque il avait une 403, et il était minuit 30, et donc il va à côté du jardin du Luxembourg. C'est là où il y a le palais des sénateurs français. Vous savez, l'actuel président du Sénat français s'appelle Gérard Larcher. Il s'est fait payer un nouveau siège, un peu à la Louis XV, 40 000 €. Bon bref, dans les jardins de ce palais du Luxembourg, qu'on appelle palais du Luxembourg, il y a une rue qui s'appelle la rue de l'Observatoire. Et quand François Mitterrand a garé sa 403, dès qu'il a fermé la porte, il a couru et s'est caché derrière les buissons de ce jardin-là. Et tout d'un coup, il y a une personne qui vient et qui mitraille sa 403. 7 balles. La 403 de François Mitterrand a reçu 7 balles. Alors évidemment, dans la presse, incroyable, un ancien ministre a été victime d'un attentat à la rue de l'Observatoire. 7 balles, vous imaginez? Ancien ministre, pendant la guerre d'Algérie, donc mise l'intérieur entre 54 et 56, et ensuite de 56 à 57, ministre de la Justice, qui n'a pas gracié 32 nationalistes algériens, victime d'un attentat à Paris. Un peu comme notre frère. Je vous rappelle que c'était simplement 5 mois après l'assassinat politique de Maître Amokran Ould Aoudia, 23 mai 1959, 15-16 octobre 1959. Donc, M. Mitterrand, il s'est dit, mais pourquoi je ne fais pas le même coup que celui dont a été victime Maître Amokran Ould Aoudia? Et oui, il s'est inspiré de l'assassinat politique de Maître Ould Aoudia pour, écoutez-moi bien, fabriquer un faux attentat. C'était un faux attentat, car en 1959, il n'était plus ministre. François Mitterrand. Vous savez pourquoi? Car en 1958, à partir du 13 mai 1958, le général de Gaulle est revenu au pouvoir. Et donc, tous les anciens hommes politiques ont été balayés. Il y a eu des élections après l'arrivée de Gaulle. Il y a eu des élections législatives. Et François Mitterrand a perdu son siège de député.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté aux élections locales, il est devenu maire de Château-Chinon, dans la Nièvre, c'est pas très loin de Paris, 180 km de Paris à peine, et grâce à ses amis élus locaux, il est devenu sénateur. Magnifique. Puis il est pas con, hein. Donc quand il a quitté la brasserie Lippe, il a pris sa voiture pour aller, évidemment, au palais du Luxembourg, là où il avait un siège de sénateur, vous savez. Il a réfléchi sur la symbolique. Eh bien, figurez-vous, il a fait cet attentat pour redorer son blason, pour réapparaître sur la scène politique et médiatique française. Et ça a marché quelques jours. Sauf que, une semaine après, celui avec qui il avait manigancé ce faux attentat de la rue de l'Observatoire, qui était un ancien député comme lui, mais M. Pesquet, il a accusé Mitterrand d'avoir préparé l'attentat dirigé contre lui-même. Vous avez vu ce que font les hommes politiques français? C'est des voyous. C'est des voyous. Ce sont des voyous. Ils sont prêts à tout pour les intérêts ou de l'État français ou pour les intérêts de leur ambition personnelle. Vous imaginez? C'était un voyou. Et comme Mitterrand a accusé, a dit oui, j'ai été victime d'un attentat, il y a eu une plainte contre lui pour outrage à magistrat. Retenez bien, outrage à magistrat, car il a menti. Vous imaginez, c'est un sénateur, ancien ministre, ancien député, a menti à la justice française. Après, il vient nous donner des leçons. Le parquet national antiterroriste français vient de donner des leçons à nos diplomates algériens, mais à les nettoyer devant vos poubelles, ou plutôt dans vos poubelles de l'histoire, n'est-ce pas? Donc, il a été mis en examen, notre ami. Et il allait même passer en correctionnel, c'est-à-dire il devait avoir un jugement. Et bientôt, je vous raconterai quelle est l'astuce qui a été trouvée par François Mitterrand, surtout par son avocat Roland Dumas, maître Roland Dumas, qui a aidé aussi les militants du FLN à un moment donné. Écoutez-moi bien. Et ensuite, il est devenu ministre des Affaires étrangères. Roland Dumas, on dit beaucoup de bien sur lui, mais Roland Dumas, vous savez, il avait des fréquentations extrêmement hasardeuses, notamment sur le plan des mœurs. Bon, on ne va pas parler de lui parce qu'il est mort maintenant. Mais en tout cas, sachez que Roland Dumas a sauvé la peau à François Mitterrand grâce à une photo. Car le juge qui devait organiser, préparer le procès de François Mitterrand avait fait des choses pas très recommandables pendant la collaboration française sous le régime nazi entre 40 et 45. Et Roland Dumas a acheté cette photo, on voyait ce juge avec des soldats nazis. Il lui a dit alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le juge? On fait quoi avec cette photo? Et alors le juge a dit, attendez, on va trouver un arrangement. Eh bien, dites-vous bien que bien que l'immunité parlementaire de François Mitterrand avait été levée pour juger ce monsieur-là, un peu comme aujourd'hui on juge Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy. Et bien grâce à une photo, il n'y a jamais eu de procès, car le juge en question, qui devait préparer ce procès, a décidé d'étouffer l'affaire. Eh oui, c'est beau, hein? C'est beau la politique, non? Donc voilà, au mois d'août 1966, l'affaire de l'attentat de l'Observatoire va être évoquée en correctionnel, mais il n'y a jamais eu de procès. Jamais. Grâce à Roland Dumas, qui s'est chargé d'étouffer cette affaire. Et ensuite, en 1966, il y a eu une amnistie, une nouvelle amnistie. L'amnistie de l'OAS, l'amnistie de tous les terroristes français. Et François Mitterrand a bénéficié lui aussi de l'amnistie. Car le juge avait ralenti la procédure judiciaire jusqu'en 1966, et quand l'amnistie est arrivée, plus de procès, non lieu. Et c'est comme ça que François Mitterrand, l'inventeur du faux attentat de la rue de l'Observatoire du 15-16 octobre 1959, 5 mois après l'assassinat de notre frère, Maître Amokran Ould Aoudia, a été sauvé. Et il est devenu plus tard président de la République française en 1981, c'est-à-dire 22 ans après avoir été décrédibilisé totalement auprès de l'opinion publique française et auprès de la classe politique française.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais que c'était un peu long, mais vous savez, parfois il faut être long pour honorer la mémoire de deux grands avocats algériens qui ont défendu la cause de l'indépendance algérienne. Maître Ali Boumedjel, né le 23 février, et Maître Amokram Ould Daoudia, mort un 23 février, assassiné par l'État français. Barakallahu fikum, tahiyya Jazair, Allah yarham shuhada.